Ne parlez pas pour plusieurs raisons. Ce que nous constatons, nous, les journalistes qui sommes toujours sur le terrain, c'est que les gens, disons, ils ont des blessures qui n'ont pas pu, comment dire, exposer, qui n'ont pas pu partager avec d'autres. Les blessures qu'on ne peut exposer au Rwanda sont celles causées par les rebelles de Paul Kagame du temps qu'il était chef de guerre. Les forces du Front patriotique rwandais ne se sont pas contentés de mettre fin au génocide contre les Tutsis en 1994. Ils ont aussi mené une guerre sanglante contre les Hutus, qui a fait des milliers de victimes. natwe ubu ngubu twarahunze turagenda tujya ahandi tujya kure turahunga duhungira kure mu kugaruka twagarutse gutya kugira ngo twiyubatse gutya muri iyi myaka kugira ngo tumererwe neza no kwiyubaka. C'est tout ce qu'Étienne, un Hutu, osera dire à la caméra sur les horreurs de la guerre subie par sa famille. Les hommes de Kagame ont tué 3 de ses enfants. Mais il n'a pas le droit d'en parler. Le sujet est si explosif qu'Albert Baudouin, qui nous accompagnait tout au long du tournage, nous a supplié en pleurant de ne pas poser ces questions. Pourquoi le producteur de café qu'on a interrogé, tu ne voulais pas qu'on lui pose des questions sur est-ce qu'il a eu des victimes, est-ce qu'il a perdu des gens de sa famille dans le génocide? J'ai pas de commentaire. Pendant des années après le génocide de 1994, le président du Rwanda, Paul Kagame, a été un peu le protégé de la communauté internationale, considéré comme le sauveur du pays après avoir mis fin au génocide de sa propre ethnie Tutsi. Mais l'an dernier, les choses ont changé quand un rapport des Nations unies a accusé le gouvernement Kagame d'avoir organisé des massacres de réfugiés Hutus au Congo dans les années qui ont suivi le génocide. D'un jour à l'autre, Paul Kagame est devenu persona non grata dans les capitales occidentales et la nature réelle de son régime a été révélée sous un jour très différent. Dans ce Rwanda post-génocide, la loi interdit de faire une distinction entre Hutus et Tutsis. Tous sont rwandais. Cela est paradoxal, car le gouvernement de Paul Kagame ne cesse de souligner les souffrances des Tutsis. Les sites de commémoration du génocide sont partout. Mais seuls les Tutsis ont droit au deuil. Beaucoup de Hutus n'ont même pas pu enterrer dignement leurs morts. Ils n'ont pas le droit au statut de victime, n'ont pas le droit de parler de leur perte. Ils ont peur de parler parce que la structure du Front patriotique, du régime du Front patriotique rwandais, du régime de Kagame, fait que tout le monde contrôle tout le monde. Et lorsque tu dis quelque chose contre le régime, ou bien qu'on pense que tu n'es pas pour le régime, là, tu risques soit d'être accusé faussement d'avoir participé dans le génocide, d'avoir une idéologie du génocide, d'être divisionniste et d'être jeté en prison lorsque tu n'es pas carrément assassiné, parce qu'il y a beaucoup de disparitions. Emmanuel Akizimana n'a pas peur de parler parce qu'il vit maintenant à Montréal, depuis 17 ans. Il dénonce le favoritisme du régime de Paul Kagame envers la minorité Tutsi, qui occuperait 88% des postes dans la fonction publique. Selon le dissident, le parti au pouvoir détient l'entreprise Crystal Ventures, omniprésente dans le secteur privé. Cette compagnie-là contrôle tous les secteurs clés de l'économie. Ils ont investi dans l'immobilier, dans la télécommunication, dans les finances. Ils ont des parts partout. Et donc, lorsqu'on parle de minorité urbaine, qui a la plus grosse partie de la richesse, on parle majoritairement de ces Tutsis-là. Tandis qu'à la campagne, ce sont les Hutus, majoritaires dans le pays par ailleurs, qui vivent là-bas et qui croupissent dans la misère. Officiellement, tout le monde est rwandais. La loi va jusqu'à interdire les propos qui divisent. On n'a même pas le droit de poser la question « Êtes-vous Tutsi ou Hutu ?» Hutu, Tutsi, là, au jour le jour, on ne ressent pas la différence. Ils ont décidé de mettre tout ça en arrière et de bâtir un pays. Hélène Cyr vit chez une veuve qui héberge des étudiants. Ces jeunes Rwandais tentent de faire comme s'il n'y avait pas de différence entre eux. Ils dansent sur la même musique,
et veulent tous apprendre l'anglais, la nouvelle langue du pays, pour trouver un emploi dans l'industrie du tourisme. Qu'est-ce que tu aimes le mieux faire dans un hôtel? Moi? Oui. C'est la cuisine. Oui. Tu veux devenir un chef? Oui. Ça, c'est notre nouvelle école qui a été construite en 4 mois. On a tout construit, ces buildings-là. Et puis, bien, c'est ça. Ici, c'est des salles de classe. On en a 6. Hélène a depuis convaincu d'autres Canadiens d'investir dans son projet. 2 autres classes sont en construction. Grâce à ces prêts sans intérêt, l'école de tourisme et d'hôtellerie pourra bientôt accueillir 500 élèves. Si un jour tout s'écroule, pour quelque raison que ce soit, guerre, fraude, quoi que ce soit, je me dis, c'est une partie de mon héritage que j'aurais laissé au Rwanda. Puis ces gens-là en ont plus besoin que les gens à qui je pourrais le laisser au Canada. La reconstruction spectaculaire du Rwanda tient à la stabilité politique du pays. Une stabilité obtenue au prix d'importantes limites aux libertés d'opinion et d'expression. Ce couvercle sur la marmite des divisions ethniques et la répression qui s'ensuit pourrait avoir un effet boomerang. C'était essentiel de dire la politique puis la liberté d'expression et tout ça, on met ça de côté, on focus sur la reconstruction, sur l'union des 2 ethnies, sur la vision qu'on veut de ce pays-là. C'était définitivement nécessaire, mais ça l'approche, le temps où, si on ne veut pas recréer des tensions politiques, etc., ça l'approche le temps où il va falloir laisser plus liberté d'expression, puis donc opposition, etc.